Bonjour donc, et bienvenue donc, à notre webinaire qui va se consacrer aujourd'hui des problèmes de santé causés par les exorphines. Donc, les exorphines, peu connus par le grand public, ou pas du tout probablement, mais souvent aussi méconnus par le monde médical. En fait, ils se trouvent dans les aliments les plus propagés par l'industrie alimentaire, mais aussi par les professionnels de santé, à savoir les de vache, le blé, le soja et les œufs. Donc jusqu'à présent, le soja n'était peut-être pas si important vu la consommation limitée dans nos régions, mais avec la mode d'une alimentation végétarienne ou végétalienne de plus en plus propagée, il est fort probable que les exophines du soja montent en importance. Donc le webinaire aujourd'hui va aborder les sujets suivants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par exophine, quelles sont les exophines les plus importantes, quels sont les symptômes liés aux exophines, quelles exophines sont détectées par le test UriPep, comment réaliser les tests UriPep et comment éviter les effets néfastes des exophines. Et pourquoi est-il si important de faire ce diagnostic si je sais déjà que j'ai des IgG contre le lait de vache ou du gluten que je dois éliminer ou éviter. Et encore quelques cas cliniques pour finir. Donc voilà, commençons par le lait de vache et ses produits dérivés, probablement donc l'aliment le plus consommé en France. Le lait de vache représente plusieurs aspects avec un impact sur la santé. Le plus connu est certainement donc l'intolérance au lactose. En France, les chiffres des intolérants au lactose varient selon des sources. Donc il y a des sources qui parlent de 5 millions de Français et dans d'autres articles, on peut trouver jusqu'à 41%. Qui me semble honnêtement un peu très élevé ou trop élevé, avec un fort gradient nord-sud, c'est-à-dire 10% dans le nord et 61% dans le sud. Ceci est principalement dû donc à une population plus grande en provenance d'Afrique dans le sud de la France. Si on regarde un petit peu donc, les symptômes, donc, le lactose, c'est un sucre qui va être, en cas d'absence de lactase, donc l'enzyme qui le découpe, va être fermenté par le microbiote, qui va donc induire une formation de gaz, un changement d'osmolarité, avec comme conséquence donc des diarrhées, des ballonnements, des douleurs abdominales et la flatulence. La protéine principale maintenant donc, du lait de vache, c'est bien sûr la caséine, qui compte pour environ 80% donc, des protéines du lait. Les autres protéines, donc le petit lait, eux, sont aussi importantes, mais pas dans le cas des exophines. Donc, les autres protéines ainsi que les deux variantes du caséine donc, peuvent être la source de réactions immunitaires, donc soit production d'IgG ou allergie IgE, dont on ne va pas parler aujourd'hui, avec les conséquences et les symptômes connus, donc rhinite, asthme, eczème, migraine, Hashimoto et d'autres problèmes pro-inflammatoires. Pour la caséine, on distingue deux types de caséine, de bêta-caséine, la caséine A1 et la caséine A2. Donc la caséine A1, c'est celle qui est à la source des exorphines. Donc si la caséine est, et on va y revenir, donc est décomposée différemment donc, que la caséine A2, elle va donner donc libération à des exorphines qui vont se fixer à des récepteurs opioïdes. Ce récepteur opioïde donc ont comme conséquence d'inhiber donc la motilité colonique. On va avoir des actions neurologiques avec comme symptôme après donc la constipation donc au niveau du côlon, mais aussi donc des troubles de comportement, hyperactivité et le cas extrême l'autisme. Donc il y a environ 4000 ans, il y avait une mutation s'est produite donc dans le gène qui code pour la caséine. En fait, c'est un seul acide aminé. C'est relativement rare que la substitution d'un seul acide aminé a des conséquences si importantes, mais c'est le cas ici pour la caséine. Donc, à la position donc 67, pardon, il y a eu un échangement de la proline à l'histamine. Donc, ce qui fait que l'enzyme qui découpe la casomorphine ne peut pas couper
ici, donc sur la position 69, mais ici entre 66 et 69, ce qui résulte dans une peptide à 7 acides aminés contre les classiques d'A2 qui a quand même 9 acides aminés. La grande différence entre les deux, c'est que la BCM9 est stériquement différente de la BCM7 et ne peut pas agir sur les récepteurs opioïdes. Donc, il ne peut pas se fixer là-dessus. Par contre, la BCM7 le peut. Le problème qui se pose, c'est que pour décomposer la BCM7 en acide aminé, on a besoin d'une peptidase qui s'appelle DPP4. Cette DPP4, par contre, peut être bloquée ou manque complètement. Donc, et en conséquence, donc, si on consomme du lait de vache à 1, il y a une accumulation de ces casomorphines dans le sang et qui vont donc aussi donc, atteindre la barrière cérébrale. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe en agriculture, donc aujourd'hui, la grande majorité, c'est-à-dire 98% des vaches laitières en Europe sont des vaches A1. Donc, ces vaches ont un rendement jusqu'à 10 fois plus élevé que les vaches A2. Donc, logiquement, c'est les vaches préférées des agriculteurs. Seuls les Limousins et les Charolais sont des vaches A2, mais quasiment pas utilisées dans la filière laitière, mais plutôt dans la production de viande. Donc, quel lait est-ce qu'on peut consommer si on a un problème avec cette caséine A1? Eh bien, les caséines bêta des moutons, des chèvres, des juments, des chamelles, des yaks, des buffles, des bovins purement africains ou purement asiatiques, et bien sûr le lait humain, sont tous classés comme lait étant exclusivement de type A2. Donc, ces laits sont tout à fait autorisés si on n'a pas d'IgG, bien sûr, contre ces types de lait de vache, de lait. Bon, si vous regardez par exemple les vaches classiques ici, donc la vache Holstein, qui est une vache à 1, elle produit environ entre 40 et 90 litres par jour, tandis que les vaches A2 donc, sont entre 9 et 20 litres. Donc c'est clair que industriellement, c'est plutôt ce type de vache qui est utilisé. C'est la cause, une des grandes causes pourquoi on a des problèmes avec le lait de vache aujourd'hui. Donc, le problème donc, est que ces peptides, donc appelés BCM7, donc casomorphine 7, ainsi que des fractions plus petites, ont des propriétés similaires à la morphine. Donc, ils agissent en tant qu'agonistes sur les récepteurs opioïdes. Ça veut dire que la substance qui se fixe sur le même récepteur cellulaire qu'une substance de référence, qui produit au moins en partie les mêmes effets. Ce sont principalement donc les casomorphines 7 et les molécules tronquées BCM5 et 4 qui ont le plus fort effet agoniste sur les récepteurs opioïdes. Et un manque donc de l'enzyme DPP4 contribue donc à l'accumulation de ces casomorphines avec des manifestations diverses selon la concentration, bien sûr. Et cette concentration dépend d'un côté de la quantité de lait consommé et du degré de déficience enzymatique. Dans le test UriPep, on détecte donc toutes les fractions importantes des casomorphines qui se trouvent dans le lait A1. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces casomorphines sont aussi dans les fromages. Donc, les casomorphines, ils sont thermostables, c'est-à-dire résistants à la chaleur et à la cuisson. Donc, cuire le lait n'enlève pas ces casomorphines. Les principaux organes donc, touchés sont le tractus gastro-intestinal, l'axe intestin-cerveau, cardiovasculaire, déséquilibre calcium-magnésium, et aussi les casomorphines peuvent être la cause de la mort subite du nourrisson et aussi augmentent le risque de diabète de type 1. Donc, commençons par les symptômes gastro-intestinaux. Donc, tout au long du tractus gastro-intestinal, il y a des récepteurs opioïdes. Donc, ça commence sur l'œsophage, où les symptômes peuvent être une dysphagie, reflux ou brûlure de l'estomac. Sur l'estomac, il y a une satiété précoce qui s'installe, des nausées, des vomissements ou des brûlures. L'intestin grêle,
on trouve des dysmobilités, perturbations de l'équilibre hydrique, donc une surcroissance bactérienne en haut de l'intestin grêle, des ballonnements et un inconfort postprandial. Au niveau du côlon, il y a un transit ralenti, des selles dures et sèches, et donc à la fin, une constipation. Donc les symptômes évoqués sont tous connus comme effets secondaires des médicaments contenant de la morphine ou des personnes droguées. Donc c'est tout à fait la même chose. Hein. Donc vous ne trouvez pas un drogué qui n'est pas constipé, par exemple. Hein, ou quelqu'un qui prend, c'est pas du tramadol, au bout de 2 jours, il sera constipé. Donc c'est effectivement à cause de ces récepteurs opioïdes qui vont être activés. Donc, pour les symptômes extra-intestinaux, on trouve que les casomorphines sont connus pour oxyder les lipoprotéines, donc LDL, qui forment des plaques artérielles. Il faut savoir que la cause de toutes ces choses-là est que ces résidus de casomorphine sont pro-inflammatoires. C'est aussi une des raisons pourquoi on trouve très, très, très souvent, et on va y revenir après, des réactions IgG contre le lait de vache. C'est justement à cause de ces casomorphines qui sont pro-inflammatoires et qui donc ont des symptômes similaires qu'on trouve donc ou qu'on indique avec un test d'Imupro. Des études épidémiologiques ont démontré que la consommation de la caséine A2 est associée comme facteur de risque au diabète de type 1, des maladies coronariennes, artériosclérose et athérosclérose. Et une des causes de la mort subite du bébé est causée par un arrêt de respiration, donc causé par les casomorphines. En fait, c'est la même chose pour le tramadol, par exemple, pour d'autres médicaments à base de morphine. Ils ralentissent la respiration et la mort, souvent, est tout simplement due parce que les gens arrêtent de respirer, quoi. Donc, la circulation de ces peptides dans le système nerveux central immature du nourrisson peuvent donc inhiber le centre respiratoire du tronc cérébral, entraînant l'apnée et la mort. En plus, il y a le rapport calcium-magnésium qui est fortement perturbé par le lait A1. Le ratio dans ce lait est 10 molécules de calcium pour une molécule de magnésium, tandis que sur le lait A2, donc, on trouve un ratio de 2 à 1. Ce qui est aussi indiqué comme rapport classique. Ça veut dire que quelqu'un qui s'appuie sur le lait de vache contenant donc la caséine A1 pour maintenir son calcium entraînera automatiquement une carence en magnésium et un déséquilibre calcium-magnésium. Mais cela ne se produirait pas avec le lait A2. Donc, et les autres symptômes causés par la casomorphine, donc c'est l'acné, c'est l'eczéma, les infections des voies respiratoires supérieures, l'asthme, des otites, des amygdalites et des allergies. Donc l'inflammation de la caséine, LA1, provoque donc une congestion lymphatique et une suppression métabolique. La libération massive d'histamine est un autre symptôme. Puis les symptômes neurologiques, là aussi, encore une fois, c'est principalement les BCM7 et 5 qui ont une affinité la plus forte donc, pour les récepteurs opioïdes. Les effets observés dépendent de la constitution génétique du sujet affecté, des récepteurs ciblés et bien sûr, encore une fois, de la concentration en BCM. Les symptômes sont analgésie, sédation, euphorie, diminution de respiration, myose, diverses manifestations psychiques, dans les cas graves, donc l'autisme. Les casomorphines diminuent aussi donc, la vitesse et la précision des capacités cognitives. Ils ont un effet antagoniste, donc inverse, sur les récepteurs sérotoniques, ce qui peut aussi donc, entraîner donc, la dépression. Et ils créent de la dépendance, c'est-à-dire si on enlève sur ces sujets justement les laits de vache, c'est des symptômes de sévrage qui vont s'installer. J'ai vu ça avec l'enfant d'un copain qui, lui, il parlait pratiquement pas, il était, pas complètement autiste, mais
presque, je dirais. Et quand il était chez nous une fois, donc en vacances, je lui ai enlevé tout ce qui était lait de vache et tout ce qui était gluten. Et ben, au bout de 3 jours, il a commencé à parler, mais il a montré des symptômes de sévrage énormes. Donc là, c'était clair que ce petit gamin, donc, il avait ce problème de casomorphine et de gliadorphine. Donc voilà, la gliadorphine, donc, c'est les exorphines issues du gluten. Donc, il existe donc une forte homologie des casomorphines et des gliadorphines. Donc, si vous comparez les deux molécules, vous trouvez donc une grande homologie. Et surtout, donc, ici, donc, sur la tyrosine proline, qui est donc là où la molécule se fixe sur les récepteurs opioïdes. Et donc, comme les casomorphines, les gliadorphines peuvent donc passer la barrière cérébrale et créer des symptômes similaires à la casomorphine. Ça devient problématique si quelqu'un est positif sur les casomorphines et les gliadorphines. Et dans des études qu'on a fait avec des autistes, on a trouvé qu'effectivement, donc à 100%, il était positif à la casomorphine et à la gliadorphine et aussi au IgG, donc pour le gluten et le lait de vache. Voilà, donc là, on voit encore une fois les diverses casomorphines et gliadorphines qu'on va doser dans Uripep, donc on est pratiquement sûr de ne pas en rater. Donc, pourquoi est-il si important de savoir si on produit des exorphines? Ben, c'est relativement clair. Vous voyez, donc ce diagnostic différentiel est important parce qu'il y aura des conséquences thérapeutiques qui vont être différentes. Donc, si on regarde un petit peu la fréquence des hypersensibilités alimentaires, donc on voit que dans notre population, au moins, donc 68% des réactions sont positives en IgG pour le lait de vache, et pour le gluten, on en a 42% qui sont positifs. Donc, en cas de réaction exclusive d'IgG pro-inflammatoire, une éviction assez longue peut donc entraîner une tolérance. Donc, si on arrive à éliminer les IgG, si on arrive à désensibiliser les récepteurs et à éliminer les cellules mémoire, donc dans ce cas-là, donc on a une grande chance de retolérer donc le gluten ou le lait de vache. Mais si on produit des exorphines, c'est-à-dire si on a un manque ou une diminution importante, soit génétiquement ou de la DPP4, la présence d'exorphine donc va probablement être permanente, car le déficit enzymatique est le plus souvent irréparable ou permanent, et donc la réintroduction sera donc forcément accompagnée par une rechute et des pathologies associées. Il est donc important de connaître la vraie cause des symptômes pour un traitement efficace et soutenu. Selon une étude donc, réalisée par notre laboratoire Lab1 donc, en Norvège, qui est le laboratoire aussi qui fait les analyses, sur des patients donc, symptomatiques, on a trouvé que dès que le lait de vache devient positif, 72% étaient aussi positifs à la casomorphine, contre 28 négatifs. Et si le taux d'IgG augmente, aussi le taux des cas de casomorphine augmente. Il faut savoir qu'effectivement, donc, c'était sur des patients symptomatiques que cette étude a été faite. Chez nous, donc, la moyenne de nos échantillons, on trouve environ 40% de positivité si les IgG sont positifs. Et donc, entre 1 sur 2 et 1 sur 3 cas. Mais quand même, ça souligne l'importance de faire un diagnostic différentiel si on est positif en IgG pour le lait de vache ou pour la gliadine, pour éviter donc une rechute et la frustration du patient. Une autre étude que nous avons fait avec des joueurs de foot de la Bundesliga en Allemagne, on a trouvé donc pratiquement 80% des joueurs, donc des 15 joueurs qu'on a testés, étaient positifs en IgG, soit pour le lait de vache ou le gluten, et positifs à la casomorphine 1 sur 3 et 1 sur 2 pour la gliadorphine. Et donc, mais ce qui est intéressant de savoir, si on regarde ce tableau, c'est les symptômes associés. Donc, à chaque fois que vous avez du lait de vache IgG
et la casomorphine ou bien gluten et gliadorphine positive, vous avez toujours des problèmes comme saut d'humeur, irritabilité, doute de soi, donc tous des problèmes psychiques qui sont présents, bien sûr associés à des troubles gastro-intestinaux et par exemple, et ça c'est clair, vulnérabilité accrue de blessures. Donc sinon, vous voyez que bon, c'est très homogène en fait, c'est tous à chaque fois les mêmes symptômes qui sont présents. Ah oui, je veux dire, bon, il se peut donc que la réaction IgG ne soit pas dirigée contre. Donc, comment ça se fait qu'il y a des IgG positifs mais pas des exorphines? Bon, premièrement, donc, s'il n'y a pas de manque de DPP4, il n'y aura pas d'exorphine. Et d'un autre côté, il se peut effectivement que la réaction IgG ne soit pas dirigée contre la caséine, mais contre du produit du lactésérum, par exemple. Ou par exemple pour le joueur 13 ici, donc on ne va pas d'IgG pour le gluten, mais on trouve des gliadorphines. Donc voilà. Et là aussi, donc faible IgG et des gliadorphines. Donc les deux cas sont possibles. Donc un patient peut être positif en IgG ou en exorphine. Un symptôme, surtout les problèmes psychiques et la constipation, peuvent avoir donc deux mécanismes pathologiques différents. La présence conjointe des deux mécanismes peut aggraver et élargir donc le spectre des symptômes et surtout donc des symptômes neurologiques. Donc, on sait bien que dans le cas d'IgG, donc c'est un état inflammatoire, on a la production donc d'indolamine 3 désoxygénase qui va transformer le tryptophane en kynurénine. Il va donc l'empêcher à être transformé en sérotonine, et donc il y aura un manque de sérotonine et ensuite aussi un manque de mélatonine, donc on trouve des troubles de sommeil et la dépression. Et pour le lait, par exemple, donc dans un lait de vache, si on a vraiment une déficience complète de la DPP4, donc on peut avoir jusqu'à 300 à 400 mg de casomorphine dans un litre de lait de vache, qui vont se fixer sur des récepteurs opioïdes et qui donc, avec la réaction inflammatoire IgG et la réaction sur les opioïdes, va donc aggraver les symptômes psychologiques. Voilà. Là, donc, on a eu une patiente, 45 ans. Ses symptômes étaient donc Hashimoto, douleurs articulaires, fatigue, épisode dépressif, constipation. Le test d'Imupro a montré une réaction contre les œufs, le gluten, l'amande, l'orange, la date, l'oignon, le poivre noir, levure et candidat albicans. Elle a fait une éviction stricte pendant 2 ans, avec une disparition donc, de tous les symptômes. Elle a repassé donc un test d'Imupro après 2 ans et le gluten était négatif. Bon. Donc, et suite à ça, donc, elle a réintroduit le gluten, mais de façon normale, quoi, donc plus ou moins régulière, et réapparition donc de symptômes de la fatigue, la constipation et des épisodes dépressifs. Donc là, on a bien vu que le problème pro-inflammatoire a été plus ou moins résolu, donc Hashimoto et douleurs articulaires, mais les problèmes donc constipation et problèmes psychiques sont immédiatement revenus. Et donc, la cause, effectivement, était des exorphines au gluten. Donc, des conséquences thérapeutiques, dans ce cas-là, donc, soit élimination du gluten à vie, ou élimination stricte du gluten pendant 2 ans, et ensuite, donc pour éliminer donc les IgG, et ensuite, donc une consommation faible ou modérée sera possible si on prend des compléments alimentaires qui remplacent le TPP4. Donc ça, c'est la bonne information. Il existe des compléments alimentaires qui peuvent remplacer l'enzyme manquante. Mais l'effet n'est pas à 100%. Donc, pour cette raison, il faut réduire la consommation. Mais c'est intéressant surtout pour les enfants, par exemple, qui veulent faire, qui vont à une fête, pour ne pas donc être complètement exclus
de la fête ou des amis. Donc, quand ils prennent les DPP4, les comprimés de DPP4, avant d'y aller, ils peuvent quand même avoir des biscuits ou des glaces, je ne sais pas quoi, donc qui contiennent des exorphines, mais pas à des concentrations excessives et pas chaque jour. Donc voilà. Donc, vous avez un immunopro positif et un uripep négatif. Une éviction peut donc mener à une guérison, disons, ou une rétolérance. Par contre, si vous êtes positif ou négatif mais en IgG, mais positif en uripep, ben, ce sera plus ou moins une éviction permanente à cause du déficit enzymatique. Et donc, si vous réintroduisez l'aliment, donc vous allez avoir une rechute. Et c'est juste donc les compléments alimentaires qui peuvent substituer l'enzyme, qui peut donc un petit peu alléger la symptomatologie. On a eu aussi un petit garçon là de 9 ans, céphalée chronique, migraine, diminuant fortement les résultats scolaires et problèmes de concentration importants. Il était 2 ans de traitement neuropsychiatrique avec 6 mois de consultation d'un autre thérapeute. Un test IMUPRO avait donné donc 65 réactions avec une forte réaction contre le gluten et les protéines de lait, avec une alimentation sans gluten et sans lait. Donc, il y avait disparition des symptômes après 6 jours et des retours à des performances scolaires normales et aucun autre médicament n'était nécessaire. Et aussi, un test d'uripep a mis en évidence la présence effectivement de casomorphine et de gliadorphine. Donc, encore une fois, ce garçon, il doit se priver du lait de vache et de la gliadine, mais quand il va à des fêtes avec le complément alimentaire, il peut quand même participer et avoir un bon après-midi. Donc, les laits de vache et les gluten, donc des antigènes pas comme les autres. D'un autre côté, donc IgG pro-inflammatoire avec des caractéristiques qu'une rémission est possible si l'aliment est éliminé de façon stricte et au moins pendant 2 ans. Parce que dans ce cas-là, il y aura disparition des IgG et des mémoires, des cellules de mémoire, ainsi qu'une désensibilisation du tissu affecté. S'il y a libération d'exorphines, ben les caractéristiques sont les suivantes. Donc, c'est causé par un déficit enzymatique qui est appelé dipeptidylpeptidase 4. En général, c'est génétique, mais donc surtout dans des cas graves. Et donc, la conséquence est donc une élimination à vie de l'aliment concerné. Les pathologies, donc effectivement, pour les IgG, vous trouvez des pathologies pro-inflammatoires, comme la migraine, articulation sur la peau, l'intestin. Vous pouvez avoir de la diarrhée, de ballonnement, crampes, maladie auto-immune, troubles de comportement, dépression, fatigue, bien sûr. Et en cas de libération d'exorphine, ben, on en trouve parfois les mêmes. Donc, comme les troubles de comportement, le doute de soi, irritabilité émotionnelle, dépression, anxiété, schizophrénie, fatigue, hyperactivité, autisme. Mais sur l'intestin, donc c'est principalement la constipation et pas la diarrhée. Donc, si si un de vos patients est vraiment constipé, ce serait peut-être intéressant de faire aussi un test uripep pour trouver la cause de la constipation. Mais avec le laboratoire dont on travaille actuellement, donc on peut aussi avoir un résultat sur les ovalolines, c'est-à-dire des exorphines issues de l'œuf de poule, et des soymorphines, donc une morphine qui est issue du soja. Probablement, donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de positif sur notre collectif, mais ça se peut qu'effectivement, avec la consommation plus importante dans le futur du soja, à cause des régimes végétariens ou végétaliens, ça se peut qu'effectivement, donc, on va en trouver un peu plus dans les années qui suivent. Donc, comme je l'avais déjà évoqué, donc, il y a la possibilité d'utiliser des compléments alimentaires qui contiennent donc l'enzyme défaillante pour justement donc compenser à un certain degré donc l'enzyme. Donc, la réintroduction de l'aliment serait possible occasionnellement
bien sûr, et à faible ou moyenne quantité, ce qui est important, donc surtout pour les enfants qui ne sont pas socialement isolés, par exemple, la fête des amis. Donc, c'est surtout aussi intéressant pour les enfants qui sont souvent déprivés de participer à des fêtes, aux anniversaires de leurs amis. Si les comprimés sont pris une demi-heure avant la consommation du produit, euh, on peut donc effectivement diminuer ou éviter les symptômes. En fait, on peut je ne sais pas s'ils sont disponibles en pharmacie, mais je sais qu'ils sont disponibles sur Internet. Donc, les photos là, je les ai prises sur Internet, donc avec des sites dédiés à ça. Il est quand même aussi important de savoir que si vous prenez régulièrement ces médicaments, par exemple un médicament qui contient des gliptines, qui sont une classe de médicaments oraux contre le diabète, approuvés pour traiter le diabète de type 2 chez les adultes. En fait, ce sont des inhibiteurs quand même assez forts de la DPP4. Et donc, si vous avez un problème ou des symptômes, disons, que j'ai décrits, et vous prenez ce médicament-là, ce serait peut-être intéressant de changer le médicament, parce que dans ce cas-là, c'est peut-être pas une déficience enzymatique d'origine génétique, mais tout simplement un blocage euh, de, par le médicament, et donc peut-être c'est plus intéressant de trouver une alternative pour traiter le diabète de type 2. Sinon, il y a des aliments, donc, et aussi, encore une fois, des aliments classés comme superfood, hein, comme les aronias, la goyave, les prunes de Java, l'origan mexicain, la rose gauloise, le romarin, l'amarante, sargasse et haricots noirs, qui ont la capacité de bloquer l'activité de la TPP4. Donc, quand est-ce qu'une analyse URIPEP est indiquée? URIPEP est indiqué dans le cas suivant, c'est-à-dire si dans le test d'IMUPRO, la recherche d'IgG contre le lait de vache et où le gluten était positif. Dans environ 80% des cas IgG positifs, le test d'URIPEP est positif aussi, pour au moins une exorphine, et surtout en cas de présence de constipation et de troubles de comportement. En fait, c'est effectivement ces deux indications qui sont vraiment guides pour commander un test URIPEP. Bon, indépendamment des IgG maintenant, donc si vous n'avez pas encore fait un test d'IgG et si les patients présentent les symptômes suivants, donc diabète de type 1, constipation, maladie coronarienne, troubles de comportement, schizophrénie, autisme, anxiété et insomnie, un test URIPEP est intéressant. Et si vous parlez à votre client et il y a une sorte de dépendance pour le lait de vache ou le gluten qui est présent, par exemple, si on les demande s'ils peuvent s'imaginer d'éviter ces produits donc, pendant au moins un mois et qu'ils disent « Ah non, non, sans ça, je ne peux pas vivre », alors encore une fois, c'est une indication que probablement les exorphines sont positives dans ce cas-là. Comment puis-je savoir si j'accumule les exorphines? Eh bien, effectivement, la seule façon de le faire, c'est mettre en évidence l'accumulation des casomorphines et des gliadomorphines dans les urines avec une recherche spécifique, donc, qui s'appelle, par un test spécifique qui s'appelle donc URIPEP. Dans environ 90% des cas d'exorphines positifs, on trouve aussi donc des IgG pro-inflammatoires. Donc, et pour les autistes, je l'avais déjà dit, donc c'est quasiment 100%. À l'inverse, dans environ de 50% des IgG positifs, on trouve des exorphines. Donc, ça veut dire que si on trouve des exorphines, c'est pro-inflammatoire. C'est pour ça qu'on trouve 90% de positifs en IgG si les exorphines sont positifs. Par contre, si les exorphines, il y a juste des IgG, bon, pas nécessairement, donc on va trouver des exorphines. Nous recommandons effectivement de faire directement donc un combi-test, c'est-à-dire faire une recherche d'exorphine et d'IgG dans les cas suivants, donc en cas d'autisme, d'hyperactivité, troubles de comportement et constipation. Donc dans ce cas-là, donc
une combinaison des deux tests, donc soit un imiproscreen et un uripep, ou un imiprobase et un uripep, ou un imipro complet et un uripep sont intéressants à faire. En plus, donc, ils sont offerts donc, à un prix plus avantageux que les tests individuels. Donc, c'est plus intéressant de les faire directement ensemble que de les faire en séquentiel. Comment on va faire donc, le prélèvement? Voilà, donc, quand vous recevez donc, un kit uripep, vous allez avoir un protocole. Et le kit va donc comprendre un tube monomètre avec un embout, un tube protecteur de transport en plastique, une demande d'analyse à compléter, un protocole indiquant donc toutes les étapes à suivre et une enveloppe préaffranchie donc adressée à Biopharm-France pour le renvoi. C'est important, donc c'est impératif de collecter donc la première urine du matin. Donc, encore une fois, pour vous expliquer, quand vous consommez du lait de vache ou du gluten avec la production de casomorphine ou de gliadorphine, ces casomorphines, donc, ils vont transiter dans le corps, ils vont se fixer sur les opioïdes, mais aussi donc les excès vont être exclus donc via les urines. Donc, et ils vont s'accumuler pendant la nuit. Et donc, c'est important de prendre la première urine du matin. Donc, et bien sûr, c'est important de consommer l'aliment parce que si vous ne consommez pas, donc, il n'y aura pas d'exophine dans les urines non plus. Donc, durant les 2 semaines avant d'effectuer les tests, il est important d'avoir une alimentation variée et consommer des produits aminés, c'est-à-dire le gluten, le lait de vache, de soya ou des œufs. C'est la recommandation du labo, en fait, qui nous disent 2 semaines. Moi, je pense qu'effectivement 3 jours vont suffire, surtout si vous souffrez quand vous consommez les aliments. Donc, le mieux est donc effectivement de faire cette analyse avant l'éviction des aliments suite aux IgG, aux tests d'IgG. Mais sinon, je pense que 3 jours vont aussi suffire pour retrouver donc, des casomorphines. Ce qui est aussi important, c'est que vous ne buvez pas trop, parce que si vous buvez trop, vous allez trop à la toilette et vous diluez trop vos urines. Donc, pour les adultes, 24 heures avant le test, ne pas boire plus que 3 verres d'eau à 250 millilitres. Et la veille de la collecte de l'urine, ne pas boire plus que 250 millilitres après 20 heures. Donc, c'est tout simplement pour ne pas trop diluer l'échantillon et ne pas collecter donc, les urines pendant la période menstruelle. Voici le tube que vous allez recevoir. Donc, ce qui est important, c'est que vous ne dévissez pas le bouchon. Donc, il y a le capuchon ici, celui-là, il faut l'enlever, mais surtout pas enlever cette partie du tube parce que là, il y a le stabilisateur qui se trouve dedans et c'est là, en fait, l'astuce unique aussi de ce prélèvement avec ce stabilisateur qui effectivement donc va protéger les casomorphines détruites après le prélèvement. Donc, très important. Vous enlevez le capuchon, vous mettez la tigette et après, donc, vous aspirez. Voilà. Vous avez votre urine, vous l'aspirez. Quand vous avez aspiré, vous cassez la tigette, vous enlevez la pointe, vous remettez le capuchon et puis vous mélangez 2-3 fois et c'est fait. Donc, c'est relativement simple et très efficace et c'est surtout donc c'est stable. Donc, ça c'est l'USP en fait de cette méthode que les exophines sont stables. Sinon, on va voir après, ça va se dégrader rapidement. Donc, Donc voilà, donc les tests Uripep ils coûtent 210 €. Donc une fois le prélèvement fait, vous complétez et signez la demande d'analyse. N'oubliez pas d'indiquer donc votre date de naissance. L'échantillon recueilli donc dans le tube va être placé dans son tube protecteur ici en haut, et puis donc mis dans l'enveloppe déjà préaffranchie. Et le mieux c'est de l'envoyer le jour même.
Voilà, nous avons choisi le laboratoire Lab 1 en Norvège. Pourquoi? Parce que c'est effectivement c'est le laboratoire de référence. Le professeur Kalle Reichelt, dont j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est lui qui est en fait à la source de beaucoup de recherches sur ce sujet depuis les années 70. Il a fait plein euh, de publications, donc il y a une bibliographie extensive. Et c'est à suite de Carla Rachel que le laboratoire a été créé et a donc développé cette méthode. Et en fait, c'est la méthode de référence, c'est une méthode HPLC avec double détection de masse. Donc, il n'y a rien de plus spécifique et de plus sensible. C'est une analyse quantitative et surtout, donc, le préanalytique est maîtrisé. Donc, la stabilité de l'échantillon est au-delà de 3 semaines. Si vous n'appliquez pas cette méthode-là, il faut donc l'envoyer congelé. Donc, parce qu'il y a d'autres labos en fait qui font aussi des analyses pareilles, mais il faut envoyer les analyses congelées. Congelées, c'est un peu difficile, mais sinon, au bout de 3 jours, il y a une dégradation des exorphines et le résultat, en fait, il n'est plus valable. Donc, ça, c'est en fait vraiment l'astuce principale du RIPEP, c'est la stabilité de l'échantillon et on peut donc l'envoyer facilement par poste. On dose jusqu'à 14 exorphines, donc on est carrément sûr de trouver chaque molécule concernée et donc qui donne une fiabilité du résultat absolu. Voilà, merci pour votre attention et j'attends bien vos questions. Merci. Merci Camille pour votre présentation. Alors, on a déjà des questions. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour répondre, Camille? Oui, bien sûr. C'est bon? Alors, à partir de quelle quantité d'aliments ingérés pour tester une réintroduction, le test URIPEP pourra être considéré comme valide? 10 grammes, 200 grammes de pain, etc. Je dirais une alimentation normale. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit, il faut au moins le faire 3 jours avant. Donc, bon, le labo, il préconise 2 semaines, mais on a vu que moins était aussi possible. Donc, 3 jours, pendant 3 jours avant, consommer des quantités, disons, normales que vous consommez généralement. Donc, c'est-à-dire, selon les habitudes habituelles du patient. Donc, s'il mange beaucoup de pain, bon, alors qu'il mange beaucoup de pain. S'il mange des pâtes, il mange des pâtes. S'il mange beaucoup de fromage ou des produits laitiers. Donc, voilà. Donc, des quantités normales. Il ne faut pas exagérer, mais pas non plus un petit biscuit. Donc, ça ne va pas suffire. Mais il n'y a pas de mesure en grammes ou kilos qu'on peut dire. Donc, quelqu'un qui a ces problèmes-là, il a ces problèmes parce que quand il mange normalement. Quoi. Donc, s'il fait ça pendant 3 jours, on va avoir assez de matériel dans les urines pour le tester. Est-ce que vous pourriez réexpliquer l'histoire des positifs pour le soja et les œufs? La personne n'a pas bien compris ce que vous disiez par rapport aux positifs avec le soja et les œufs. Disons, c'est les casomorphines et les gliadorphines qui sont les plus importantes, en fait, et les plus décrites dans la littérature, mais effectivement, les œufs et le soja, ils peuvent aussi donc produire des casomorphines. C'est des exorphines. Ils ne sont pas probablement pas dans les mêmes quantités que le gluten et la gliadine, aussi parce qu'on en consomme pas les mêmes quantités. Donc, si vous mangez du pain ou un plat de pâtes, de spaghettis, bon, la quantité à gérer est beaucoup plus importante. La même chose si vous buvez beaucoup de lait, donc là, vous allez en faire beaucoup plus. C'est plutôt rare de manger 10 œufs, mais bon, ça arrive. Donc, mais effectivement, donc, on le sait surtout pour les autistes que c'est des aliments qui peuvent aussi donc avoir un effet chez les autistes, donc avec des quantités moins importantes. Mais donc jusqu'à présent,
les analyses que nous, on a fait, donc jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. Mais effectivement, oui, ils peuvent donc générer des exorphines. Et je pense que jusqu'à présent, donc, le soja, ce n'est pas un aliment qui est tellement consommé en grande quantité, mais si vous commencez maintenant à avoir une alimentation végétarienne ou végétalienne, et surtout les produits de remplacement pour les viandes et d'autres qui sont souvent basés sur les protéines de soja, ça peut être un problème qui va apparaître dans le futur. Ok. Question suivante. Si les exorphines sont positives pour le lait, est-ce les mêmes quel que soit le lait de vache, de brebis, de chèvre ou de jument? Ah non, non, justement, c'est le lait de vache A1. Donc, c'est seulement le lait de vache. Donc, en fait, c'est les laits classiques que vous trouvez dans le commerce, le lait de vache. Les autres, donc, ils ne produisent pas d'exorphine. Donc, les autres laits sont des laits A2. Et donc, les laits A2 ne sont pas responsables des casomorphines. Ce ne sont que les laits A1, donc de casine, bêta-casine A1, des laits de vache qui sont positifs. Je vois que Roger a levé sa main. Oui. Alors, oui, si vous voulez désactiver votre micro, Permusi, vous pouvez. Oui, Allez-y, on vous vous écoute. m'entendez? Oui, oui, oui. Voilà. Bonjour Camille. Bonjour Roger, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, Super. je t'ai bien écouté, c'est vraiment très important ce que tu as dit aujourd'hui. Voilà, moi, je reviens sur l'œuf parce que, bon, moi je veux bien qu'il n'y ait pas beaucoup effectivement d'exorphines venant des œufs. Mais comment expliques-tu quand même que statistiquement, hein, et tu sais que j'ai quand même pas mal de cas, c'est quand même l'œuf qui ressort en IgG le plus fréquemment et qu'on a quand même pas mal de problèmes, notamment je pense au niveau des migraines, quand même des symptômes qui tournent autour, je ne dis pas du cerveau ou des comportements, mais il y a quand même beaucoup de patients qui sont très positifs aux œufs. Et aussi, comment expliques-tu la différence entre le blanc d'œuf, qui est quand même largement plus positif que le jaune d'œuf, mais quelquefois on a le jaune d'œuf qui est positif et pas le blanc. C'est des curiosités, mais ça arrive. Donc cette histoire d'œuf, moi, me tracasse depuis des années. Tu sais que ça fait 20 ans à peu près. Et que ça me tracasse de savoir que statistiquement, l'œuf est même plus fréquent que le gluten et plus fréquent même que le lait de vache. Ma question, c'est vraiment l'œuf. Pour moi, c'est une question qui est perpétuelle, questionnement perpétuel. Oui, donc, oui, effectivement. Donc, l'œuf est beaucoup plus souvent positif ou presque si positif que le lait de vache. Oui, mais bon, encore une fois, pour trouver des exorphines dans les urines, il faut qu'on consomme assez de ce produit-là. Pour le lait de vache, par exemple, on a 8 casomorphines qui peuvent être détectées. Pour le gluten, il y en a 5 ou 6. Pour l'œuf, il n'y en a qu'un seul. Donc, je pense que là, donc, on est aussi en face d'un problème de concentration ou de quantité pour les exorphines issues de l'œuf. Et aussi, donc, comme je l'ai dit, hein, si les exorphines sont positifs, on trouve à chaque fois des IgG, mais si les IgG sont positifs, on ne trouve pas nécessairement à chaque fois des exorphines. Donc, je pense que les œufs sont probablement plus pro-inflammatoires et posent moins de problèmes d'exorphines, sauf pour les autistes. Donc, les gens qui sont hypersensibles là-dessus, je pense que là, les œufs et aussi le soja sont importants. Je pense pas que le soja et les œufs sont si importants, les exorphines de ces deux aliments sont si importants pour le grand public. Je pense que c'est plutôt pour cette population hypersensible et avec une déficience absolue de TPP4 où ça peut jouer. Oui, non, mais ça, effectivement, ça explique que tu as les œufs qui sont positifs en IgG sans forcément d'exorphine. Ça explique peut-être aussi pourquoi, enfin, dans la pratique, c'est plus facile de réintroduire les œufs que de réintroduire le lait de vache, que de réintroduire le gluten. Ça, c'est clair. Ouais, ouais. Voilà. Merci. Merci, pardon. Alors, autre question. Merci pour la présentation. Pouvez-vous confirmer la relation entre casomorphine 1,4-NH2 et certaines formes d'épilepsie?
Oui, c'est tout à fait possible. Donc, il y a, des publications qui montrent qu'effectivement, donc, les casomorphines sont aussi donc, impliquées dans l'épilepsie. Oui. Je refais un petit tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais regarder. Alors, attendez, il y avait une autre question, mais je ne la retrouve pas. Ah oui, voilà. Qu'en est-il des personnes qui prennent des inhibiteurs de la DPP4 comme antidiabétiques? Voilà, donc j'avais cette diapo. Donc, il faut effectivement voir quels sont les symptômes. Donc, si les gens ne présentent pas les symptômes spécifiques, c'est-à-dire la constipation ou des troubles de comportement, je pense qu'ils ont une capacité de BP4 normale et l'inhibition n'est pas à 100%. Donc, s'il n'y a pas de symptomologie, je pense qu'on peut continuer le traitement. Par contre, s'il y a une symptomologie assez prononcée et surtout spécifique qui peut être liée aux exophines, moi, je changerai le traitement. Donc, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'autres traitements autres que celui-là. Oui, Roger, encore une fois. Ah oui, allez-y, docteur Mussy, Ben, mettez votre oui, micro. oui, tout simplement, est-ce que la DPP4, elle se dose? Moi, je ne sais pas la doser là pour l'instant, non. Je pense qu'effectivement, ça se peut qu'il y a des tests, il faut rechercher, je ne sais pas. Mais Parce que ça simplifierait les choses quand même. Bon. oui, mais d'un côté, on traite, on traite pas le résultat, on traite le patient, tu sais bien. Hein. Donc, Ben oui. s'il n'y a pas, s'il y a pas de symptômes liés, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des symptômes effectivement liés à cette thématique, dans ce cas-là, je changerai parce qu'aujourd'hui, il y a quand même assez d'alternatives. D'accord. OK. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous en avez d'autres qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On les fera passer au docteur Liners et on vous enverra la réponse avec plaisir. Voilà. Camille, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Non, Non, c'est juste, tout bon. j'encourage d'utiliser ce test parce qu'effectivement, il est très, très bon. Il est très grande, excellente qualité et donc, et ça évite des frustrations pour le patient après. Bien. Parfait. Eh bien, je crois qu'on arrive au terme de notre webinaire. On est resté très bien sur le timing. C'est parfait. Merci à vous, Camille. On finalise le replay et on vous l'envoie à tous d'ici la fin de la semaine. Et puis encore une fois, si vous avez des questions qui vous viennent au fil du temps, n'hésitez pas à nous faire un petit message et à nous les poser par mail. Merci à tous et puis bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.